C'est les deux, c'est en direct. D'accord. Parce que, en fait, ce que je vais faire, c'est donc je fais l'introduction. Tu es déjà en direct. D'accord, très bien. Bon, maintenant, je vais faire l'introduction et ensuite, je te laisserai ma place. Est-ce qu'on a besoin du micro? Ça suffit? Oui, c'est mieux. C'est mieux? S'il te plaît, ouais. Mais papa, les yeux ouverts, ça va se cacher. Oui, attends. Vous m'entendez? Ça, 1, 2, 1, 2. Ouais. Ça a l'air de marcher. Alors, merci d'être venu pour le lancement de la collection Maurice Strachfus, qui est une collection qui nous tient à cœur aux éditions du Détour. Merci à Ozen d'abord de nous accueillir. En plus, on est très contents, on est les premiers depuis la reprise. Donc, merci. Tu nous as rempli, tu sais. Il y a déjà Uriel. Je crois qu'on est tous d'accord ici. Donc, je ne vais pas vous présenter vraiment Maurice Strachfus. Je pense qu'il y a des gens ici qui seront beaucoup mieux à même de le faire. Je voulais juste vous parler un peu de l'histoire de cette collection, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, me tient à cœur. Maurice Strachfus est mort il y a quasiment 1 an jour pour jour, aujourd'hui, puisqu'il est mort le 13 juin 2020. Quelques semaines après, Marc Loki, son fils, m'a proposé un déjeuner et il m'a proposé de republier l'édition du Détour avec Juliette Mathieu, de republier des livres majeurs infatigable, parce que ça nous semblait absolument incroyable que des livres comme La police de Vichy, Nancy, etc., sans doute l'année prochaine, ou le 19 juillet 1953, ne soient plus disponibles. Alors avec Juliette Mathieu, on a tout de suite trouvé que c'était une bonne idée, et on a, avec une idée d'une collection, donc on lance cette année les 4 premiers livres. Les 4 premiers livres, c'est La police de Vichy, des Juifs dans la collaboration sur l'UGIF, 41-44, le rafle du Veldiv, donc 3 livres sur la destruction des Juifs d'Europe, et le rôle surtout de l'État français et de la police française dans ces opérations. Et pour continuer le débat sur cette police française qui a tant intéressé Maurice Strachfus et je vous propose, on a décidé de publier 1953, un 14 juillet sanglant. Ces 4 livres sont les 4 premiers, il y en aura 4 autres l'année prochaine et 4 autres l'année suivante. L'idée étant de véritablement rendre disponible le travail de Maurice Strachfus, qui avait tendance à un peu disparaître des libraires. Ce qui m'a surpris comme éditeur, et ça fait longtemps que je fais des livres, c'est que l'ensemble des gens qui ont accepté de participer à ce travail, que ce soit Ludmille Montigny, Ariel Halimi ou Valérie Trougard qui a assuré la coordination éditoriale, tout de suite le mot qui vient, c'est fierté. J'avais jamais vu ça. Tout le monde m'a dit que je suis fier de participer à l'opération. Honoré. C'était vraiment étonnant. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un travail important et on est très très fiers au Détour d'avoir fait ce travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser David, peut-être les montrer les livres. Bah c'est ça, c'est un petit peu le représentant du commerce. Ah oui mais attends, il faut que tu te mettes par là si tu veux. Et tu pars, 50 personnes là. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. C'est toi qui fais le réal. Non, c'est mon assistant. C'est ton assistant, merci l'assistant. Voilà, les 4 bouquins. Et ce que je disais à Harry et Ludivine tout à l'heure, ce qui est très surprenant aussi, c'est qu'on a des jeunes libraires qui nous contactent pour nous dire qu'un, découvrait le travail de Maurice Strachfus et deux, qui nous remerciaient de ce travail. Et ça, pour un éditeur, c'est quand même, c'est pas mal. C'est vraiment important. Donc voilà, donc je voulais, c'est un peu tout ce que je voulais dire pour les éditions des Détours, puis on va laisser parler les professionnels, finalement, de l'intérieur. Je te laisse la parole. Marc, pardon, je suis vraiment nul. C'est d'abord à Marc de parler de l'association.
Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Je ne vais pas vous assommer de parole très rapidement pour vous indiquer qu'on est en train de créer une association, les associations des amis IES de Maurice Rachous. Cette association sera vraisemblablement sur pied à partir de la rentrée, après quelques mésaventures sur le net avec le site du gouvernement, c'est pas simple. Que cette association, je pense qu'il n'y a pas que la pandémie, mais certainement aussi la mauvaise volonté derrière les écrans. Cette association, elle a pour but de maintenir vivants les combats, la pensée de Maurice, de contribuer, puisque l'association est éditrice des livres, de contribuer à rendre de nouveau disponibles les principaux livres de Maurice, puisque aujourd'hui en librairie, il n'y a plus beaucoup de titres qu'on puisse trouver, ou en tout cas qu'on puisse commander, parce que la plupart sont soit épuisés, soit totalement introuvables, parce que dans des stocks qui ne sont plus commercialisés, je pense que c'est le cas de tout ce qui concerne la police à l'esprit franc-parler. L'idée, c'est aussi de pouvoir se réunir, de pouvoir diffuser des textes, de réunir également des différentes archives, en particulier archives sonores, archives audiovisuelles, quand on aura la possibilité. Voilà, donc, si vous souhaitez être tenu au courant, il n'y a aucun problème. De toute façon, on le fera savoir assez rapidement. Je pense que dès la rentrée, on aura une adresse internet, on aura aussi un site internet qui permettra à chacun ou chacune de venir se renseigner ou venir contribuer si le souhaite auprès de l'association des amis d'y adhérer. Voilà. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais le monsieur Royal, c'est ça? Ok, super. D'abord, bonjour et bonsoir tout le monde. Bon, j'imagine que tout le monde dans la salle à peu près connaît Maurice, mais quand même, il faut rappeler quelques petites choses. Maurice est à la fois l'historien, dont on va évidemment parler avec Ludivine. C'est aussi l'observateur de la police, donc on va en parler avec Maître Alimi. C'est aussi, alors ça n'est pas dans les livres qui sont ici pour l'instant, je ne sais pas s'il y en aura d'autres plus tard, mais c'est aussi ce militant contre le fascisme, puisqu'il a été, comme vous le savez, à la tête de Ralphon, enfin il a été parmi Ralphon, voilà. Donc autant dire que Maurice c'est un homme d'actualité. Voilà, je pense qu'on a besoin de lui, donc c'est bien de le lire, c'est bien de parler de lui, c'est bien aussi de le faire comme il l'était, c'est-à-dire franco, quoi, sans être trop voilà, dans les trémolos dans la voix, même si on est forcément ému. Effectivement, il a disparu le 13 juin dernier, enfin, pas dernier, mais 2020, le jour même, peut-être que certains d'entre vous étaient là, où à République, il y avait une belle manifestation contre les violences policières. Voilà. Comme vous le savez, Maurice est fils de parents juifs polonais. Comme vous le savez, ses parents ont été raflés. Et c'est un policier qui était un voisin, M. Mulot, c'est ça, hein? Oui. M. Mulot, qui s'était chargé de la Basse-Besogne. Comment? Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. En fait, Maurice va mettre beaucoup de temps en fait à écrire sur la police. Ce qui lui fera dire, et je crois que c'est important par rapport à la discussion, qu'il n'était pas obsessionnel. Il a dit plusieurs fois que ce n'était pas une obsession. Bon, quand on regarde sa bibliographie, quand même, on se dit, le mec est quand même un peu intéressé par la chose. Voilà. Et donc, évidemment, la rencontre de Maurice avec la police, c'est la plus terrible qui soit, c'est celle de la police de Vichy, ce qui me permet immédiatement de passer la parole à Maître Alimi. Puisque tu as fait la préface, tu t'as vu? Excuse mon émotion. Excuse-moi. Alors attends, ok.
Tu veux que je reparle un peu de l'œuvre de Maurice ou tu veux prendre la parole tout de suite? Je te laisse parler un petit peu de l'œuvre de Maurice. Parce que pour quelqu'un qui n'était pas obsessionnel, Maurice, c'est quand même quelqu'un qui, à partir de mai 94, et l'assassinat du jeune Macomet dans le commissariat des Grandes Carrières, me semble-t-il, dans le 18e arrondissement, le 6 avril 93, va se mettre à lancer l'Observatoire des libertés publiques, en mai 94 donc, et en 2006, il aura quand même publié 122 numéros, avec 8000 informations, et il passera ensuite par Internet, où il aura jusqu'en décembre 2012, c'est-à-dire pendant 6 ans, où il va cataloguer 10 000 faits divers, de 94 à 2006. Donc pour quelqu'un qui n'est pas obsessionnel, là encore, voilà. Pour les archives, peut-être, tu pourras en dire deux mots, les archives de Maurice sont à l'abri. Elles sont à l'abri et elles seront publiables. Ah, elles seront consultables, pardon. Je donne la parole à qui? Aidez-moi les amis. Bah, je peux faire rapidement le point sur les archives. Sur les archives. Dès l'été 2020, on a mis à l'abri le fameux fichier des violences policières. En fait, c'est un fichier qui est beaucoup plus complexe que ça. C'est 26-27 000 fiches, on n'a pas vraiment compté à la fiche près. Quand il a commencé à constituer dès la presse 108, où il a recensé à travers la presse, donc c'est la presse quotidienne, ce qu'il pouvait y trouver sous la main, tout ce qui concernait le comportement policier, les violences policières, mais ça allait bien au-delà, ça pouvait concerner aussi le syndicalisme, les partis politiques, et c'est vrai que l'essentiel concerne malgré tout les violences policières. Donc ce fichier, un fichier très classique, un des fiches Bristol sur lequel il collait les coupures de presse et sur lequel il rajoutait éventuellement quelques annotations, la date, etc., était conservé dans des boîtes très classiques en bois. On en peut trouver il y a quelques années encore, ça n'existe quasiment plus avec, aujourd'hui, avec tous nos outils numériques. Mais ce fichier a tout de suite été mis à l'abri dès les premiers jours de juillet, parce qu'on voulait effectivement qu'il n'y ait pas de problème avec ce fichier. Et puis après, on a passé avec l'archiviste de la contemporaine presque 6 à 7 mois sur place à Cachan, dans son appartement, à inventorier toutes ces archives. C'est des milliers de pièces d'archives. C'était là aussi, avec les confinements, c'est pas toujours été facile, mais chaque semaine, on se retrouvait au moins 1 ou 2 jours par semaine avec l'archiviste et on passait toutes les pièces à la moulinette. C'est-à-dire, on conserve pas, et si on conserve, on quel dossier. Donc c'est plus d'une dizaine de mètres linéaires de dossiers dans lesquels vous avez à chaque fois des centaines de pièces d'archives qui concernent aussi bien tout ce qui est autour de ces livres, préparation, dossiers de presse, courrier des lecteurs, avec ses réponses, avec pas mal de choses, mais aussi tout ce qu'il avait conservé sur Ralphon et sur la lutte antifasciste, tout ce qu'il avait constitué également comme autre type de fichier sur plein de sujets qui pourraient l'intéresser. Et puis également toutes ces archives professionnelles qui avaient aussi un intérêt, puisqu'il a aussi écrit sur sa carrière professionnelle. Donc ça forme un ensemble qui sera consultable forcément à partir du mois d'octobre ou novembre. Ça, il faudrait que ce soit confirmé par la contemporaine. Il n'y a que quelques pièces d'archives qui feront l'objet éventuellement d'autorisation avec des choses qui peuvent être sensibles par rapport, je dirais, soit à des personnes, soit à des sujets sur lesquels on ne souhaite pas forcément que tout le monde s'en ait. Je vous donne un exemple, parce que en parler. Il y a un dossier qui s'appelle l'affaire. Ce dossier, ça concerne Didier Denax. Alors, je peux plus en parler, puisqu'il y a eu pendant des années et des années des efforts désespérés de Didier Denax pour pourrir la vie d'un certain nombre de personnes, de militants, avec un délire d'aller chercher des rouges-bruns là où il n'y en avait pas. Et c'est vrai que ce soit aussi bien Perrault que Maurice, ils ont été pris dans cette tourmente. Donc le dossier existe, mais c'est un dossier qui ne pourra être consulté que sur demande d'autorisation. C'est pour ça que je le cite, mais on a 2 ou 3 autres comme ça. Voilà. Je ne souhaite pas que Didier Denax ait accès à ce dossier. Voilà. Il y a des choses carrément. Quel vendeur ce Marc?
Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Payé sur la lettre. Voilà, puis il y a vraiment plein d'autres choses. C'est sa vie de militant, il y a les photographies, il y a beaucoup également de journaux, de tracts. Ça va de l'immédiat après-guerre, quand il était à JC, puis à partir des années 40, ensuite dans les entreprises. Il y a des pièces absolument introuvables ailleurs, des choses qu'il a conservées et qui seront maintenant utilisées à la contemporaine. Alors, le divine. Ah, il me semble que c'est plus logique qu'on démarre par la police de Vichy. Ok. Moi, je suis la logique. Voilà. Voilà, maître. Donc, de mémoire, tu écris la préface de celui-ci, et dans laquelle tu dis l'impensable, sans Maurice, serait l'impensé, dans le sens où on n'aurait pas de travail, de réflexion sur la police de Vichy. Je résume, je fais le chapeau, à toi de faire la suite. Merci. Alors d'abord un aveu. Je ne connaissais pas Maurice Dreyfus jusqu'à ce que j'ai pu voir son visage souriant en 4e de coup de Libération. C'était la première fois que je le rencontrais. C'est la seule fois d'ailleurs où je l'ai rencontré, puisque je n'ai pas eu l'honneur de le rencontrer en personne. J'aurais voulu. Je le regrette profondément. Et le jour où j'ai lu cet article sur portrait, j'ai appelé immédiatement David. Je ne sais pas si tu te souviens, David. Je t'ai dit, mais et ces archives? Et ces archives, est-ce que tu... Et David me dit, j'ai déjà parlé avec Maurice, je le connais, et il y a un travail qui sera fait. Et j'ai rencontré Maurice véritablement lorsque, effectivement, j'ai eu l'honneur avec le Divine, on a eu l'honneur d'être contacté pour d'abord le lire, puisque le deuxième aveu, je n'avais pas lu les ouvrages de Maurice Dreyfus. Et j'ai lu La police de Vichy. Et j'ai compris à ce moment-là une chose terrible, c'est qu'on n'était pas seul dans l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que je pensais pendant très longtemps qu'on était d'abord de manière contemporaine assez minoritaire à penser ce que nous pensons et à militer pour ce que nous militons. Et à avoir ces engagements, notamment contre les abus policiers, les structures d'abus de la police, parce qu'il faut bien distinguer la police et les policiers. Ce sont deux réflexions distinctes. Et à essayer de porter un combat qui vient de l'histoire. Et je me suis rendu compte que on n'était pas les seuls et qu'avant nous, bien évidemment, d'autres avaient fait le travail et Maurice avait été parmi les figures importantes avec ses engagements dans la fondation de Ralfron, que j'avais connu jeune. Je connaissais l'association plus jeune, que j'étais à Assas et que je militais contre le GUD et contre l'extrême droite à Assas, et je connaissais Ralfron, je connaissais également le travail qui avait été fait, mais je ne savais pas que c'était Maurice Dreyfus qui était à l'origine de tout ça. Donc, juste pour vous dire que l'image que j'ai eue en lisant ce livre, c'est celui d'un relais. Et le travail de Maurice, c'est celui de celui qui nous tend le relais à la génération suivante pour transmettre d'abord des réflexions, un travail historique important, singulier, parce qu'il n'avait pas été fait, c'est peut-être déjà de la problématique. C'est d'ailleurs ce dont il parle dans son livre. Pourquoi ce travail a été si peu fait? Étudier le rôle de la police sous Vichy. Il y a très peu d'ouvrages. Et à l'époque où il le fait, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a même pas de thèse historique, il le dit lui-même, sur le rôle de la police sous Vichy. Et c'est assez fascinant parce que le rôle de la police française, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été plus que déterminant dans les arrestations et dans les déportations, et on le découvre au fur et à mesure de ce livre. Et il explique qu'effectivement, il y a une difficulté d'accès aux archives. Et que même on fait tout pour empêcher d'accéder aux archives. Et que l'État français, au moment où il commence ce travail, bloque l'accès aux archives et rend impossible le travail des historiens. Ce qui explique peut-être, parce qu'il n'y a pas forcément une volonté des historiens et de ceux qui travaillent sur
sur cette période, ce qui explique qu'il y ait si peu de recherche. Parce que, et là peut-être c'est le premier enseignement de ce livre, ce premier enseignement, c'est de dire que la conscience qu'on a d'une période historique, elle dépend aussi de l'accès, de la possibilité de travailler sur les archives. Et comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui sur le Rwanda, et sur le génocide de Rwanda, et sur la responsabilité de l'État français, évidemment, maintenir et tenir les archives, ça permet d'éviter la responsabilité et historique et juridique. Ça, c'est vraiment, pour moi, un des premiers apports fondamentaux de la police de Vichy. Et ce travail, il l'a fait, à petits pas. Il a utilisé même énormément de subterfuges pour essayer de récupérer les différentes fiches historiques sur cette période. Et c'est un travail d'une rigueur extrême. C'est-à-dire que vous avez une affirmation et en dessous vous avez une fiche qui la fonde. Donc quand j'ai rarement vu un travail historique aussi fondé par de la documentation. Il y a vraiment un travail de fourmi dans la police de Vichy. La deuxième réflexion que je peux me faire après avoir découvert le travail de Maurice Dreyfus, c'est que, évidemment, quand on lit le titre La police de Vichy, on se dit ça pourrait correspondre finalement à la présentation ou à l'hypothèse traditionnelle de ce que pouvait être Vichy, c'est-à-dire une parenthèse dans l'histoire de la France. On se dit, il parle de la police de Vichy, donc on est uniquement sur Vichy et la police n'était pas la même avant Vichy, pendant Vichy, après Vichy. Et en réalité, il y a une véritable contradiction, ou pas d'ailleurs, parce que quand on découvre ce livre, quand on découvre ce qu'il relate, eh bien, on se rend compte que la police, en termes d'abord de personnalité et de sociologie, c'est exactement la même. Avant Vichy, pendant Vichy, et pratiquement intégralement la même après Vichy. C'est-à-dire qu'on a les mêmes personnes, y compris à part quelques purges. 3%. Voilà. Dans la représentativité, dans les décideurs, dans l'administration. C'est toujours les mêmes personnes. Et ce sont les mêmes personnes qui, avant Vichy, étaient dans un état démocratique, pendant Vichy, ont participé au génocide et ont facilité le génocide, et voire même ont anticipé sur les désirs de l'occupant. Parce qu'on peut se dire, oui, ils étaient sous occupation, ils n'avaient pas de choix. C'est souvent ça le récit traditionnel qui en a été fait. Et en réalité, on voit avec ce travail incroyable qu'il y avait une anticipation de l'administration policière à l'égard des nazis. Et même plus, on peut se demander, parce que c'est en 1941, avec la signature de Darlin, que la police nationale, centralisée telle qu'elle l'est aujourd'hui, est créée. La première police centralisée est née en 1941. Et c'est la même police qui subsiste aujourd'hui. Tant en termes de personnalité après la Seconde Guerre mondiale, mais également en termes de structure. Et je pense qu'il faut plutôt parler en termes de structure. Parce que, effectivement, il y a deux types de responsabilités. Il y a la responsabilité individuelle des policiers qui ont participé, qui n'a pas du tout été traitée forcément comme ça aurait dû l'être. Et d'ailleurs, l'histoire de Papon, beaucoup plus tard, montre que ça n'est arrivé que... Enfin, il a participé à l'État, il a commis des exactions monstrueuses après, sous la responsabilité de De Gaulle. Par la suite, on parle de 61, on parle de 62, on parle de massacres, on parle de fonctionnements qui sont similaires en termes d'horreur dans la police. Et donc, on a conservé les mêmes structures. Et oui, il faut parler de structure. Et c'est peut-être la dernière question, et après je passerai le micro, qui m'a un petit peu saisi. C'est ce débat qui existe, qui est de savoir si l'on peut, si ce n'est faire des comparaisons, réfléchir la police de manière générale à l'aune de la police de Vichy. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce qu'évidemment, on vous dira, y compris dans les milieux historiques et les milieux intellectuels, on vous dira, d'abord comparaison n'est pas raison bien évidemment, que ça n'est pas du tout la même période,
qu'on ne vit pas du tout la même chose, qu'il y avait une occupation, qu'il y a eu un génocide, mais, et que d'ailleurs faire des comparaisons conduit à une banalisation de ce qui s'est passé et voire donc quelquefois, je l'ai entendu dire d'avocats, confrères qui m'ont répliqué après cette préface, ou d'historiens, dire que peut-être que cette comparaison conduit à une forme de négationnisme. Parce que si on essaye de réfléchir sur les structures de la police sous Vichy et en essayant de plaquer des raisonnements, eh bien on aboutit à une banalisation, donc à une forme de négationnisme et à nier la singularité de la Shoah. Mais, et c'est ça qui est la complexité peut-être, mais qui à mon avis est d'une importance fondamentale dans ce qu'a écrit Maurice Lachefus, dans son travail de recherche historique, c'est qu'il ne s'agit pas de faire des comparaisons. Il s'agit de comprendre des analogies et de faire des analogies de structure. Et c'est ça qui est important. Les analogies de structure dans le comportement administratif, dans les mécanismes d'obéissance. Et ces mécanismes d'obéissance et de comportement administratif et policier sont les mêmes. La violence que l'on voit aujourd'hui qui se déploie dans le maintien de l'ordre, dans les manifestations, dans les mutilations, on a exactement les mêmes comportements administratifs. Et moi, je le vois en tant qu'avocat parce que je traite ces dossiers où l'on voit une obéissance absurde ou même des excès de zèle en termes individuels. Ce sont les deux responsabilités, la responsabilité administrative et la responsabilité individuelle. Et c'est un peu la vie de Maurice, pour finir, parce que il a vécu la Shoah, il l'a comme témoin, avec la nécessité de témoigner, la nécessité impérative, un peu comme Primo Levi le disait, j'ai la nécessité impérative, c'est ma vie, que de témoigner de ce que nous avons vécu et de transmettre aux générations futures pour qu'il n'y ait pas de reproduction. Et par la suite, à travailler sur la police toute sa vie. Et c'est, je pense, le message essentiel qui doit, comme une petite lumière à travers l'histoire, nous parvenir et nous permettre de résister à l'avenir. Moi, je voulais juste... est-ce que toi, tu veux réagir sur Maurice et la Shoah avant d'arriver à la préface de ton livre? Parce que moi, j'ai 2-3 petits passages à citer. Voilà. Est-ce que tu veux répondre à... Bon. Alors, simplement par rapport à ce que tu viens de dire, Arié, sur la question tout à fait épineuse, effectivement, de la comparaison, des paraisons, etc. Je pense que quand on lit l'œuvre complète de Maurice, il n'y a pas de doute, il ne fait pas de comparaison. Il ne fait pas de comparaison entre la police d'aujourd'hui, la police de Vichy, etc. En revanche, ce qu'il démontre, et le démontre par des milliers de pages et des milliers de fiches, c'est qu'il y a effectivement une constante qui est celle de défendre les institutions par la police, quel que soit le régime. Et ça, c'est incontestable. C'est rarement dit, mais c'est incontestable. Donc aujourd'hui, quand nous avons des policiers qui nous disent être des policiers républicains, on peut les croire. Mais que ferait-il en mai 2022 si la République était autre chose que la République? Combien démissionneraient? Très peu ont démissionné en 1940, quasiment aucun. Il y en a eu. D'ailleurs, ils sont évoqués dans le bouquin de Maurice. Donc je crois que la constante, elle est là. Donc toi, tu parles de structure, de défense, et Maurice parlait plus de défendre l'institution, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire l'ordre, quel qu'il soit. Que ce soit l'État français sous Vichy, que ce soit la République française aujourd'hui, sans comparer les deux, etc. Mais ils sont aux ordres de ce qui est en fait au pouvoir. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de doute. Et il s'est trouvé, il y a 3-4 jours, quelque chose qui est assez intéressant, je pense, dans l'inconscient de la police nationale d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé de faire, vous êtes sans doute pas au courant, je vous l'annonce quand même, il va y avoir une journée pour la police. Comme la fête des mères, comme... Non. Alors, ils ont choisi une date de l'été. J'ai vérifié, ils sont malins. Ils ont pris non pas la date de août 41, je crois, qui est celle de la date de la création de la police nationale, mais celle de la date beaucoup plus tardive de 1966 de la direction générale de la police nationale.
Donc voilà. Et ça montre quand même bien que y a, même du point de vue policier, il y a quand même une gêne par rapport à ça. Il faut le rappeler. En France, c'est une spécificité par rapport à l'échelle européenne. La police est nationale, d'où la confusion police nationale, État, etc. etc. Voilà. Je pourrais citer des petits passages de Maurice, mais Ludivine, tu es là. On fait un petit saut dans le temps par rapport à une date, pour le coup, qui est extrêmement méconnue, qui est le 14 juillet 1953. Moins connu que le 17 octobre 61, mais qui est un peu dans la lignée. Alors peut-être qu'il faudrait que tu nous dises ce qui s'est passé, et après je t'interroge sur ta place. Parce que toi tu es historienne, donc toi tu vas pouvoir nous parler du travail d'historien de Maurice. Bonjour à toutes et à tous, merci David. Bon, d'abord, je dois dire quand même quelques mots sur le bonheur d'être ici. À nouveau, c'est magnifique, donc évidemment je salue très chaleureusement Hossein parce que c'est, comme il est écrit sur la devanture, c'est un lieu de vie ici, c'est un lieu très politique. Si on n'a pas ces lieux-là, en fait c'est aussi une démocratie qui s'abîme. Je le dis, en plus je suis un peu émue à dire ça, mais je le pense très sincèrement. On manque de lieux comme celui-ci, c'est même incroyable qu'on doive se réfugier au lieu dit pour parler politique, pour parler d'histoire, pour parler d'engagement, etc. Je trouve que ce lieu est vraiment un bastion, si j'ose dire. Je ne vais pas employer de grands mots, le mot de résistance il est bien chargé, hein, donc c'est pas forcément celui que j'emploierais, mais c'est un lieu où on peut se retrouver pour faire face, en tout cas, et se retrouver aussi pour aller de l'avant dans une espèce de volontarisme comme c'était le cas de Maurice avec son courage. Et donc il y a du courage aussi ici. Et donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur les remerciements, mais je voulais quand même dire que c'est particulièrement fort et émouvant pour moi de me retrouver aux côtés de Marc, que je fréquente aussi dans un autre cadre qui me tient beaucoup à cœur et qui n'est pas sans lien évidemment. La commune. Faisons vivre la commune, c'est une association, voilà, et c'est aussi une œuvre d'histoire qui, comme on essaie d'en parler ici, grâce à David, grâce à Arié, faire en sorte que l'histoire ne soit pas du passé mort et enterré, voilà, on pose un couvercle, ou alors on commémore bien gentiment parce que c'est mort, mais c'est vraiment un passé qui nous aide à des prises de conscience et aussi à des espoirs. Et puis, je voulais saluer évidemment le travail remarquable, vraiment remarquable des éditions du Détour. Donc merci beaucoup à vous, Juliette et Bertrand, parce que les livres c'est un gros travail. Les livres, comme vous le remarquez, sont... Alors j'hésite à dire beaux, mais c'est vrai, moi je les trouve beaux, je trouve que ils marquent, ils happent, et c'est vraiment rendre hommage à Maurice que d'avoir fait ce travail aussi fin et aussi précis et aussi réussi du point de vue graphique et de l'ensemble de cette œuvre éditoriale. Et puis en fait, comme Arié, donc c'est aussi le moment pour moi l'impression de me retrouver avec David et Arié, et en fait comme Arié, j'ai eu ce réflexe dans ce que tu décrivais sur, voilà, tu dis mais les archives de Maurice, et j'ai envoyé un texto à David. David en fait, voilà, j'ai eu le même réflexe, parce qu'en effet il y a une œuvre, un travail de longue haleine, et je salue la présence de Franck Véron, de la contemporaine à Nanterre, dont a parlé Marc, parce que là aussi, il y a avec parfois, hélas, pas suffisamment de moyens matériels et humains, on le sait bien, comme partout, avec des coupes claires mais qui sont aussi sombres, mais un travail là aussi très tenace pour les archives, pour la mémoire et pour l'histoire. Et de ce point de vue, Franck est vraiment quelqu'un qui œuvre à ce que les vies des archives, avec beaucoup de ténacité. Alors le mot ténacité, moi, il me vient aussi à l'esprit à propos de Maurice, donc je vais bien sûr répondre au questionnement que tu soulevais, David, à propos de ce 14 juillet 1953, mais dire quelques mots dans le prolongement de ce qu'ont déjà dit Arié, Marc et David sur Maurice, parce que je trouve qu'il y a de la rigueur. Le mot a été employé par Arié, il y a de la rigueur, il y a de la précision. C'est aussi un frondeur, c'est vraiment un frondeur et un pionnier, c'est quelqu'un de très subversif. Et je pense que ça n'est pas du tout incompatible avec la rigueur historique.
La question qui se pose évidemment, c'est celle de la supposée neutralité. Maurice n'était pas un historien académique et je ne veux pas, ce faisant, jeter la suspicion ou le relativisme par rapport à l'académie ou par rapport à l'université. D'ailleurs, j'en fais partie encore peu de temps, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là où je me reconnais vraiment dans le travail de Maurice, c'est qu'il assume d'être à la fois un journaliste, un historien, vraiment, avec un travail d'histoire sur lequel on va pouvoir revenir, là aussi dans le prolongement de ce qu'a dit Arié, mais aussi un homme d'engagement. Et en fait, sur des sujets pareils, je suis désolée, mais moi, j'y crois pas du tout à cette fameuse neutralité. Alors, avec les gros mots qu'on emploie parfois dans les sciences sociales, la neutralité axiologique. Axiologique, c'est-à-dire qui prend pour principe, voilà, une science, une démarche qui prend pour principe l'idée même de neutralité. C'est une mauvaise traduction d'Eugène Weber, mais qui arrange ceux qui se croient neutres et qui se pensent donc au-dessus de la mêlée, mais qui se faisant sont souvent du côté du manche, qui sont souvent du côté du pouvoir. D'ailleurs, tu écris les soutiens d'un pouvoir qui vise justement à naturaliser la violence d'un ordre sans cesse reconduit. Oui. Ceux qui sont neutres. Donc Max Weber lui-même, dont on a dit voilà, c'est lui qui a proposé aux sciences sociales la neutralité axiologique, mais c'était pas du tout son expression. Et lui-même, il s'était engagé comme sociologue. Il avait d'ailleurs été tenté par le travail de journaliste. Et il disait par exemple que les anarchistes ont toute légitimité aussi à être des historiens des institutions, les libertaires, etc., y compris dans et par leur engagement. Donc ça c'est une prémisse que je voulais souligner parce que évidemment il y a une petite pointe de regard en biais ou de regard par-dessus le travail de Maurice dans le monde universitaire, sauf que justement, et ça c'est un deuxième aspect que je voulais mettre en lumière, mais vous le savez, il y a un effet de révélation par son travail. Et David, tu l'as souligné, c'est-à-dire que en fait, ce sont, ce que tu disais aussi Arié à propos de la police de Vichy, il n'y avait pas de travail historique avant que Maurice s'y attelle. On va parler un peu plus précisément, même si ça sera rapidement, parce que l'idée c'est aussi qu'on puisse discuter, mais de ce fameux 14 juillet 1953, enfin je dis fameux, mais en fait c'est un adjectif qui ne convient pas du tout, parce que précisément, sans le travail de Maurice, sans le travail de Jean-Luc Einaudi, qui est un homme à qui on doit énormément et dont la mort a été une perte considérable, à la fois sur le plan pour l'humanité qu'il représentait, pour le travail justement lui aussi très rigoureux et pour l'engagement, notamment sur ce 14 juillet 1953 et sur le 17 octobre 1961, mais il fallait qu'il s'agisse de frondeurs comme ça, de pionniers, de subversifs, de gens qui étaient, Maurice comme Jean-Luc Einaudi, un peu des électrons libres par rapport à l'histoire, je ne dirais pas officielle, parce qu'évidemment ce serait un mot qui ne conviendrait pas pour désigner l'histoire, les chercheuses et chercheurs professionnels qui travaillent dans des cadres où ils sont relativement protégés pourtant. Mais il y a ce courage-là qui s'accompagne du coup d'une grande minutie. Et donc pour en venir au 14 juillet 1953, dans cette ténacité de Maurice d'ailleurs, comme je le disais, le mot ténacité il me vient parce que c'est une fidélité en fait. C'est quand même, et ça nous parle beaucoup, c'est le travail de toute une vie. Il n'a jamais cédé, comme on dit beaucoup depuis quelques années, on lâche rien, mais il a vraiment rien lâché. Et je trouve que c'est une boussole aussi. Et je le dis sans grandiloquence, on en a particulièrement besoin, parce qu'on est quand même tenté. Alors, la période est tellement rude, elle est tellement à la fois désespérante, écrasante, on a l'impression d'un rouleau compresseur, d'un bulldozer comme ça qui avance, qui est destructeur, qui est délétère, qui est mortifère, etc. Et en même temps, elle est aussi exaltante par toutes ces poches de résistance et par aussi ces formes d'alternatives qui se dessinent. Donc c'est ça aussi la fidélité de Maurice et la fidélité à laquelle on entend aussi on entend lui consacrer à lui. Donc le 14 juillet 1953, c'est une manifestation, un cortège, comme il en existait jusqu'à la guerre d'Algérie, un cortège politique principalement organisé par les forces du mouvement ouvrier,
donc en particulier le Parti communiste, les syndicats, dont la CGT, mais pas seulement. Et au cours de ce cortège puissant, place de la Nation, et c'est symbolique que ça se passe place de la Nation, des militants algériens pour l'indépendance, pour vraiment l'indépendance de leur pays, qui se sont dit, comme beaucoup d'Algériennes et Algériens se l'étaient dit en mai 1945, quand voilà, c'était la libération, hein, c'était la capitulation de l'Allemagne nazie, et bien forcément, voilà, de cette libération viendra aussi la libération des peuples, et sans doute que ceux qui prennent le pouvoir en France dans le cadre de ce soulèvement libérateur seront d'accord avec l'idée que c'est la logique de l'histoire que de défendre l'autodétermination des peuples. Et comme on sait, ces Algériennes et Algériens l'ont payé très cher, au prix de milliers de morts, notamment ce fameux 8 mai 1945 à Sétif, à Guelma et à Kerata. Et le livre consacré par Maurice au 14 juillet 1953, il s'inscrit en fait dans ce sillon-là, c'est-à-dire d'une violence raciste, structurelle, violence d'État, avec des massacres d'État, comme ça avait été le cas le 8 mai 1945, comme ça a été le cas aussi à Madagascar en 1947, comme ce sera le cas plus tard aussi, date souvent très oubliée, parce qu'on parle de mai 68, on ne parle pas suffisamment de mai 67, aux Antilles, en particulier à la Guadeloupe. Et le 14 juillet 1953, donc, dans le prolongement de cet espoir d'autodétermination et d'indépendance, des militants déploient une banderole qui réclame l'indépendance de l'Algérie, et aussitôt, les forces de l'ordre font feu, et il y a 7 morts sur le pavé parisien. Et je tiens à citer leur nom, parce que ça aussi c'est très important dans ce qu'explique Maurice, c'est qu'il y a eu une sorte de double meurtre en fait. Il y a d'abord ce massacre, qui sera dans une certaine mesure perpétré à nouveau à plus grande échelle, avec sans doute 200, 300 morts, c'était le chiffre, le nombre que donnait Jean-Luc Einaudi le 17 octobre 1961, 300 morts. Mais en fait, il y a ce double meurtre d'un côté du massacre et de l'autre du meurtre de la mémoire, en fait. Des assassins de la mémoire qui ont fait silence sur ces morts. Et souvent, on a retenu, et encore quand on connaît l'événement, quand on connaît ce 14 juillet 1953 meurtrier, on a retenu que le nom d'un syndicaliste de la CGT qui a péri au cours de ce massacre, qui s'appelle Maurice Lureau. Et on ne cite pas les noms de Abdallah Bacha, Larbi Daoui, Abdelkader Dranis, Mohamed Isidore Iloul, Bedjem Tahar et Ammar Tabjadi, qui ont été oubliés, justement. Comme ont été oubliés ceux qui, avant même ce 14 juillet 1953, avaient péri lors de rafles policières, lors de contrôles d'identité qui deviennent meurtriers, à Anzin, à Valenciennes, à Montbéliard, à Oran, etc. Et c'est ça que décrit aussi Maurice. Ce qu'il décrit, c'est donc la corrélation vraiment intrinsèque entre cette aspiration à l'indépendance, puisque c'est vraiment cette banderole pour l'indépendance de l'Algérie qui suscite la répression meurtrière immédiate. Ce qui est aussi difficile à lire, mais qu'il faut lire, c'est pour ça que je disais que Maurice est également un frondeur, c'est l'analyse de la presse qu'il mène, là aussi avec beaucoup de rigueur et de minutie, de toute la presse. De gauche, de droite, hebdomadaire, quotidienne, hégémonique, militante, syndicale, politique, etc. Et c'est terrible. Le panorama pour ce qui est du métier même de journaliste, il parle d'acte de décès de la déontologie journalistique. En fait, quand on examine, bon, et on connaît bien ça, aujourd'hui, malheureusement, quand on examine
ce panorama médiatique, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on en vient même, comble de l'infamie et de l'ignominie, à voir se retourner l'attribution de la violence. C'est-à-dire que dans des journaux, on ne voit pas qu'il y a eu cette mort, mais on imagine une violence sauvage, parce que c'est le terme qu'emploient certains de ces journaux. La titraille va, dans le Figaro par exemple, jusqu'à parler justement de cette violence sauvage qui aurait été déployée par les manifestants, les victimes, qui s'étaient vraiment contentés de déployer leur banderole et de marcher avec beaucoup de dignité. Et ce qui est tout aussi terrible à lire, et ça rend Maurice voilà, triplement frondeur, finalement, c'est ce qui se passe du côté de la presse de ce qu'on va appeler le mouvement ouvrier, de la presse de gauche. Il y a des exceptions. Il y a l'exception de celui qui a été un grand résistant, Claude Bourdet, dans l'Observateur, qui rend compte avec beaucoup de justesse, beaucoup de précision et beaucoup d'éthique, justement, ce qui s'est passé. Il y a aussi le Libération de l'époque, qui est vraiment honnête et intègre dans ce qu'il décrit de cet événement. Et pour le reste, voilà, on oublie, par exemple, on oublie dans l'humanité de parler de ce que désiraient ces hommes qui sont morts, de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils revendiquaient, l'indépendance de l'Algérie. Et après, malheureusement, ce que décrit aussi le livre de Maurice, c'est justement ce travail, non pas de la mémoire, mais ce travail de l'amnésie collective, y compris dans les rangs, il faut le dire, et il le dit, avec beaucoup d'amertume évidemment, parce que son objectif, c'est évidemment pas de diviser le camp de l'émancipation et le camp de l'espoir à gauche, mais du côté du Parti communiste, du côté de la direction de la CGT. Voilà, il y a aussi cette oubli, cet abandon relatif des familles. J'ai été frappée, par exemple, parce que relève Maurice à un moment à propos d'un membre important de la direction du Parti communiste, Étienne Fajon, qui dit à la veuve de Maurice Lureau, oui, votre affaire. Votre affaire. Votre affaire? C'est l'affaire de la veuve de Maurice Lureau. C'est l'affaire du mouvement pour l'émancipation, c'est l'affaire du mouvement pour l'autodétermination, c'est l'affaire d'une longue histoire qu'on peut faire remonter bien au-delà d'ailleurs de la commune de Paris. Donc voilà, ça c'est... Voilà, Maurice a cette honnêteté qui ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, donc il faut encore souligner l'intense nouveauté, le caractère pionnier, et je pense vraiment que, bon, voilà, c'est vraiment un mot que... Ce qui m'a frappé, je termine là, pardon, je suis un peu long, mais ça dans la préface qu'Arlier a dédiée au livre de Maurice La police de Vichy, Arlier relève cette formule qui nous fait réfléchir, comme le disait David, et comme le disait Arlier, est-ce que ce sont des dispositifs intrinsèques à la police? Est-ce qu'il y a des analogies possibles? Voilà, on a bien souligné qu'il ne s'agissait pas forcément de comparaison, mais il y a des effets de continuité, il y a des effets du coup de caractéristiques institutionnelles. Ici, il y a Michel Kokorev dans la salle qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé aussi sur ces enjeux de violence policière. Voilà, il y a quelque chose en effet qui est de l'ordre de la structure, même si les comparaisons historiques trouvent leurs limites. Et Arlier relève cette phrase, finalement la police n'a jamais varié dans sa nature profonde. Et les policiers, entre guillemets, républicains, issus de la résistance, ne furent jamais que l'apparence d'une réalité trompeuse. C'est une vraie question politique, hein. On ne prétend pas la résoudre ici, et Maurice n'a pas forcément prétendu non plus la trancher. Y a-t-il une possibilité de police républicaine? Comme on le sait, hein, voilà, c'est un questionnement politique qu'on trouve beaucoup depuis pas mal de temps et qu'on va trouver au combien dans les prochains mois. Moi, je pense qu'il y a un vrai danger. Alors, le mot de fascisation, franchement, je ne l'aurais pas employé il y a quelques années, ni comme militante, ni comme historienne. Je me disais que c'était un mot qu'il fallait manipuler avec beaucoup de prudence. Et
Je pense que maintenant, voilà, ce mot, il est devenu légitime. Et donc c'est d'autant plus important de se retrouver grâce à l'histoire pour faire de l'histoire aussi un passé-présent qui permet de nous aider à ne pas lâcher prise. Alors c'est le moment des... Merci Ludivine. C'est le moment des questions. Ah non, tu veux tout de suite pas. Ah, Oui, pardon. Placement de produit. Non, c'est pas du tout placement de produit. Même si honnêtement, c'est pas un produit que j'oriente de vous placer. C'était simplement pour rebondir sur, parce que vous l'avez dit et ça nous a touché, que le livre était beau. Et je voulais remercier le travail, signer le travail de Valérie Cougar qui a assuré la coordination éditoriale de toute la collection. Et ce livre ces livres n'auraient pas été aussi bons sans son travail. Voilà, Valérie, merci. Voilà. Merci Valérie. Et bravo. Merci à vous, vraiment. Alors est-ce qu'il y a dans la salle des questions ou des remarques à propos de Maurice ou de ce qui a été dit? En attendant, je peux meubler, par rapport au PC, je peux vous rappeler quand même qu'à 16 ans, il a été au PC, ce brave Maurice, aux jeunesses communistes, mais il en fut vite exclu, sans ménagement, à 18 ans, accusé d'être, ça va vous faire rigoler, d'être un provocateur policier et un hitléro-trotskiste. Voilà, je savais que ça détendrait l'atmosphère tout de suite. Et sur la question du journalisme et de Maurice, en 93, je ne me souviens plus dans quel bouquin, mais il écrit que journaliste conventionnel le jour, ce qu'il était, je redevenais chroniqueur militant le soir venu. C'est beau ça. Voilà, c'est la classe. Est-ce que vous avez des questions? Je peux encore meubler, mais c'est quand même mieux. Ah, super. Avec micro? Ah, bien sûr. Ah, Ou sans micro? ça me fait plaisir. Merci beaucoup, donc Michel Kovorel. Merci beaucoup pour ces témoignages. Moi, je voudrais dire deux choses. L'actualité de Maurice, c'est redondé. C'est exactement ça. C'est ce que dit la porte-parole, et forcément c'est abject, de la gendarmerie. C'est exactement ce qu'a dit Ludivine. Les jeunes ont cherché la bagarre. Vous avez vu ce qui s'est passé hier soir, ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, il n'y a peut-être pas d'analogie, mais il y a une continuité évidente et qui est abjecte. Et on pourrait trouver d'autres exemples, mais celle-là, elle est vraiment, voilà, elle est immédiate, elle est criante. Et on en a vu d'autres. Je voudrais dire une autre chose. En tant qu'universitaire, je suis un peu en retard, j'ai fait la mamie pour une licenciement. Voilà, donc c'est normal d'être là. J'ai déjà rendu hommage à plein de femmes et d'hommes. Voilà, notamment celle qui est dans mon cœur, l'avocate Gisèle Halimi. Et donc voilà. Donc merci pour cette soirée, pour rendre hommage à Maurice. Il a un très beau prénom et une belle âme. En plus, ceux qui sont ici, mais voilà, c'est important de lui rendre hommage, donc c'est normal de. Voilà. Mais vous pouvez continuer, hein, faites aussi, j'étais pas là. Alors je sais. J'ai même David fasse un tweet avec la photo de mon panneau. Dès qu'il veut. Le téléphone est là. Ou Ludivine. Que c'est important de relayer ça jusqu'à l'infini des temps et des siècles, de l'espace. J'ai juste une phrase à vous dire. Juste une phrase et je me tais. Nous aurions dû considérer toute vie, toute créature depuis l'aube des temps ou la nuit des temps comme faisant partie de notre famille de cœur. C'est mon credo. Je mange pas de viande, évidemment, je mange pas de viande. Je mange ni mes frères humains ni animaux. Les seuls. Voilà, je vous embrasse. Alors Michel. juste très rapidement, en tant qu'universitaire aussi, ce que je voudrais pointer, c'est une sorte de négationnisme des universitaires vis-à-vis notamment du travail de Maurice, qui a été complètement ignoré par tous les gens qui s'intéressent notamment à la délinquance. Il y en a eu beaucoup, à la police, je ne citerai pas de nom. Mais quand même, je vais en citer deux. C'est les auteurs d'un livre qui s'appelle « Histoire de la police de l'Ancien Régime à nos jours », qui s'appelle René Lévy et Jean-Marc Berlière.
et qui ont une note assassine et qui renseignent bien justement sur la façon dont les travaux de Maurice ont pu être considérés par l'établissement. Et là aussi, un peu avec la même émotion, parce que je trouve ça dégueulasse, ils disent oui, effectivement, on a beaucoup écrit sur la police. On a beaucoup écrit sur la police, mais des journalistes, d'anciens policiers, des gendarmes, des militants politiques, des syndicaux, des victimes. Il y a une note en bas de page et qui concerne Maurice Dreyfus. Et la note dit, effectivement, on comprend, vu son vécu, qu'il a été particulièrement marqué par le 16 juillet 1942. Hein, on comprend que cet événement l'est profondément meurtri. Il a publié plusieurs ouvrages qui se veulent historiques, mais qui tiennent davantage du pamphlet et du règlement de compte que de l'histoire. Voilà. Moi, je trouve ça scandaleux, et en même temps, ça en dit long sur la façon dont il y a une sorte de négationnisme, y compris académique, qui explique, peut-être aussi parce qu'il a un côté rigoureux et fondeur, qu'on a été très nombreux à ne pas connaître ce qu'a pu écrire Maurice. On pourrait parler de son livre sur 68, qui est remarquable aussi. Et donc, la pensée du dehors, elle est plus riche que la pensée du dedans. Ça serait ma conclusion. À l'inverse, Ludivine, dans ta préface, Michel a tout à fait raison sur le constat. Je pense que Maurice a eu la chance quand même à un moment donné d'avoir l'imprimatur de Vidal-Naquet, donc ça a un peu obligé certains à se taire un peu, quoi. Mais il me semble que dans ta préface, tu dis que d'une certaine manière, de ne pas être du sérail, c'était aussi un avantage. Il me semble que tu dis ça. De ne pas être du sérail académique, c'était un peu ce que tu expliquais tout à l'heure, mais sur ce que donc, Michel vient de dire, sur l'idée que le monde universitaire, le monde de la recherche a du mal à accepter le dehors. Est-ce que tu as une réponse à... Oui, je savais. Non, mais c'est-à-dire qu'on est quand même tenu quoi, dans l'institution. L'institution, elle tient les gens, Ça ne veut pas dire du tout que c'est pas du bon travail. Voilà, bien sûr que... En plus, je suis pas mal placée. Il ne faut pas non plus me mettre trop en porte-à-faux, messieurs. Non, mais comment dire, il vaut mieux quand même fermer sa bouche dans l'institution sur un certain nombre de réalités qui sont blessantes, qui sont des meurtrissures de la République, de l'histoire de la République. Je faisais allusion à la Commune, je veux dire, c'est quand même complètement dingue que pendant presque 150 ans, la Commune de Paris n'ait pas été au programme, dans les programmes de l'enseignement scolaire. Et pourquoi? Parce que ça vient d'être intégré dans le programme de la... Et voilà, donc c'est quelque chose qui tient aussi au fait que on ne peut pas comme ça. Pour moi, le travail de Maurice, c'est une prise de conscience. Enfin, c'est pour ça que c'était beau qu'il y ait cette transmission de flambeau entre Maurice et toi, David. C'est ce que disait aussi Ariel tout à l'heure. Voilà, il y a quelque chose cette lumière-là qui se transmet. Alors bien sûr, il y a ton travail et le travail du temps, de collectif et d'association, etc. Et à un moment, quelqu'un comme lui, quelqu'un comme toi, permettent de donner une visibilité à ce qu'il n'en avait pas. Bon. Et je pense que dans l'institution universitaire, c'est parfois plus compliqué parce qu'il y a des cadres, parce qu'il y a des cases, des cages, des carcans, voilà, et donc on ne va pas forcément vers ce qui fâche, on ne va pas forcément vers la conflictualité. Voilà. C'est-à-dire ce que Verrières et Lévy évoquent comme le mode d'un pamphlet. Enfin, c'est ça qui est un peu scandaleux. C'est à partir du moment où il y a du conflit, à partir du moment où oui, il y a du protagonisme, qui est de l'antagonisme aussi. Alors, oula, attention, prudence, voilà, prudence institutionnelle qui peut très bien s'expliquer par des rapports de domination qui se produisent évidemment au cœur de toutes ces institutions, même si les enseignants-chercheurs et les chercheurs ont quand même un peu plus ont quand même de la liberté et devraient pouvoir s'en saisir.
D'abord, je suis extrêmement contente de cette rencontre. Un mot sur la commune. J'ai découvert la commune parce que bon. Proche du. Là, oui, d'accord. Un mot sur la commune. J'ai découvert. Comment? Présente-toi, si tu veux. Je m'appelle Nicole Abravanel, je suis historienne. J'ai bien connu Maurice. J'ai eu un parcours de 20 ans avec lui. Je l'ai découvert à travers les articles du Monde, d'une part, où j'ai découvert comme ça que l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, avait fait fabriquer des petits papiers pour que les enfants, à la veille des grandes rafles de 42, ne soient pas séparés des parents. Je voulais à l'époque, comme beaucoup de jeunes de ma génération, travailler là-dessus. Une prof de mon collège m'a dit, je vais faire une thèse là-dessus, sur la question de la responsabilité des juifs. Des organisations juives, communautaires ou politiques dans la déportation. Et puis, une collègue m'a dit, tu sais, il y a un livre qui est paru. Alors on a salué le travail des éditeurs, mais on doit aussi savoir que les éditions qui avaient fait paraître cela, avec l'aide effectivement de Pierre Vidal-Naquet, les éditions EDI, mais internationales, ont été plastiquées, que leur fond a été en grande partie détruit, et que moi, cherchant à me procurer le deuxième livre que je n'avais pas eu, soit Juif et tais-toi, soit la période de 1900, des années 30, juste avant, j'ai rencontré l'éditrice qui en tremblait encore et qui m'a dit « Mais vous savez, il y avait des gens présents. » Donc grâce à Marc, j'ai eu la reproduction de l'affiche qui avait été faite, car c'est une année où plusieurs maisons d'édition et librairies ont été plastiquées. Il y a un livre qui est paru là-dessus. L'année, j'ai un peu oublié le nom, j'étais en contact avec la libraire récemment. Pourquoi? Parce que Marc m'avait proposé un travail un petit peu dangereux pour moi qui travaille sur le monde juif, de faire un avant-propos à ce livre des Juifs dans la collaboration. J'ai donc commencé le travail et j'ai vu que Pierre Vidal-Naquet avait modulé sa préface jusqu'au moment où il a soutenu un livre qui est tout à fait construit contre le livre de Maurice et qui fait autorité dans le milieu universitaire d'un étudiant d'Aniette Evorka, Michel Lafitte, qui travaille sur le juif. Mais c'était la fin de la vie de Pierre Vidal-Naquet, et alors j'ai repris le livre en comparaison de ces deux livres. Et j'ai vu que Maurice disait des choses et des témoignages, faisait état de témoignages dont Michel Lafitte ne parlait pas. En particulier l'un, puisqu'il a interviewé des survivants, Maurice. Il y a eu un jury d'honneur pour blanchir l'Union Générale des Israélites de France. Et l'un, d'un certain Frédéric Léo, dit qu'on lui avait demandé de se taire après-guerre. Pourquoi? Pour ne pas mettre en cause textuellement des grandes familles du monde juif. C'est-à-dire qu'il y a une barrière sociale et de classe, on est tout à fait d'accord, et que Maurice avait le courage de mettre en évidence, alors que quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait dans le milieu universitaire, reconnu, institutionnel, Michel Lafitte n'est pas, à ma connaissance, n'a pas eu de poste, mais par contre, il n'a pas osé reprendre ce témoignage-là, alors que tous les autres, c'est très intéressant quand on dit que Maurice n'est pas historien, tous les autres témoignages sont repris. Donc, il a fait un travail pionnier que moi-même, personnellement, j'ai salué à l'époque, qui m'a en fait empêché de faire ma thèse, parce que je me suis dit, il faut que je bifurque un peu, puisqu'il y a eu un travail de fait, mais qui est un travail important sur le plan international,
car nous sommes dans une période où toutes ces questions de révisionnisme, tu as parlé de fascisme, de Dugin, peut-être faut-il dire que les fascismes, nous n'y sommes pas tout à fait. Non, je n'ai pas parlé de fascisme, j'ai dit fascisation. Oui, tu as raison, tu as parlé de fascisation. Je m'excuse, j'avais noté d'ailleurs. On est dans une période de fascisation, je suis d'accord, et en même temps, on est dans une période où la jeunesse est en train de se saisir de nouveau de la politique, alors qu'elle ne l'en faisait pas. En tout cas, pour moi, c'est l'expérience de l'organisation du travail de Faisons vivre la commune et de bien d'autres, en particulier la marche au mur des fédérés. On voit une mobilisation, l'expérience, nouvelle, possibilité au moins de dialoguer avec une partie peut-être limitée de la jeunesse. Moi, c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais j'ai parlé longtemps et je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si j'ai pas fait de questions. Ou des remarques? Marc pourrait peut-être nous parler justement de son expérience des Juifs dans la collaboration. L'expérience de Marc des Juifs dans la collaboration. Non, du livre. Est-ce que vous allez les éviter là? Non, on l'a évité. Ni historien, ni auteur de livre. Ah ben oui. Ce que je peux peut-être dire, c'est que ce livre a été d'abord le premier livre publié de Maurice. C'est un livre important sur lequel il a travaillé plusieurs années. Il a travaillé à ce qui s'appelait à l'époque le CDJC, qui devait après le mémorial de la Shoah. Il a travaillé sur des pièces d'archives innombrables. Après, aussi la préfecture des choses de Paris, mais il a également un certain nombre de choses. Et que ce livre lui a valu, comme vous pouvez l'imaginer, des réactions absolument insensées, des inutiles bien entendu. Ce livre a fait scandale. Et il a d'autant plus fait scandale qu'il a été le premier à mettre sur la table ce qu'a été l'Égypte, c'est une sorte de nouvelle rate à la française, c'est-à-dire avec des représentants d'une communauté, avec cette là dans le premier. Alors après, le livre a peut-être encore plus fait scandale dans la mesure où il fait la part des choses entre des juifs français et des juifs immigrés, où il explique que le juif, ça a été aussi une machine à rassembler les juifs immigrés, et ce qui fait qu'effectivement, quand on fait le bilan à la fin de la guerre, c'est essentiellement la communauté juive immigrée qui a été le plus touchée par les rafles et par la déportation. Alors, ce livre aussi, qui a été pionnier, a été suivi par d'autres. Il n'y a pas eu que le livre de Lafitte qui pose problème. Il y a eu aussi d'autres essais, mais qui à chaque fois ont essayé d'atténuer, d'amoindrir, d'essayer effectivement de faire que la communauté soit le moins touchée possible par l'événement. Je pense que c'est ce que disait à l'instant Nicole, mais c'est un fait avéré, ce livre dérangeait. Personne ne veut prendre la parole. Alors je vais me permettre de passer de l'autre côté concernant l'occupation des Juifs, du côté de la police. Un extrait d'un livre qui s'appelle Le vocabulaire policier, qui est un petit bouquin de Maurice, dans lequel il nous dit, et c'est assez important d'avoir ça à l'esprit par rapport à aujourd'hui, même à l'époque de l'occupation. Donc c'est un bouquin qui se base uniquement sur les mots employés par les agents de police, par les fonctionnaires, à travers ce que la presse appelait les bavures, à travers les procès, à travers les comptes rendus, à travers les rapports, etc. Il y a donc tout un tas de... c'est par petits chapitres par thème. Et concernant le thème racisme, Maurice note, même à l'époque de l'occupation, nos braves policiers, bon, parce qu'il avait une affection pour les policiers, donc nos braves policiers s'abstenaient-ils d'user du jargon antisémite à cette époque s'ils raflaient sans vergogne les juifs et ne traitaient pas leurs victimes de sales juifs ou de youpins? Et je n'ai pas la suite, mais la suite c'est
c'est pas la même chose avec les Arabes aujourd'hui. Et donc il disait qu'il y avait un glissement sémantique extrêmement fort de la part des policiers. C'est-à-dire que les policiers pouvaient rafler, mais ils ne traitaient pas de sac du pain les personnes. Voilà. Sur ce qui s'est passé effectivement en Bretagne, en effet, ce matin à 10h du matin, la porte-parole de la gendarmerie sur LCI n'a pas voulu expliquer pourquoi un manifestant s'est retrouvé une main arrachée, et elle a répété à 3 reprises, mais nous aussi, nous les gendarmes, nous avons des blessés, dont 2 à l'hôpital. C'était en fait un petit peu le même discours que celui de Christophe Castaner à l'époque des Gilets jaunes, c'est-à-dire un partout la balle au centre. Voilà. C'est-à-dire c'est presque la loi du talion. C'est-à-dire c'est pas la République, précisément. Voilà. C'est pas ça, me semble-t-il. Il y a un point que, et peut-être qu'on peut terminer là-dessus, un point que Maurice, dans sa grande œuvre, n'a jamais abordé, et pour cause, c'est la technopolice, c'est la surveillance technologique, etc. Et c'est en partie, j'en profite parce qu'il est là, c'est en partie l'objet du livre, de l'autre livre, enfin du premier livre de Pépère, là, de Ariel Halimi, le coup d'état d'urgence. C'est pour voir si vous suivez. Surveillance, répression et liberté, voilà, qu'il a sorti en début d'année. Donc là, en fait, on parle encore de Maurice en parlant de ça, même s'il n'y a pas une seule ligne sur Maurice, puisque c'est sur la question des libertés à défendre. Donc si je résume ce livre, il y a 2 théories chez Maître Halimi pour raconter ce que nous vivons. La première, c'est d'un état d'urgence l'autre, nous sommes passés de sujet de droit à sujet virus. Désormais, chaque citoyen est considéré comme un danger potentiel, un passage politico-policier qui voudrait nous faire perdre nos possibilités à défendre nos libertés. Et l'autre idée force, alors là pour le coup c'est un pamphlet, là Berlière il peut dire c'est un pamphlet, c'est un pamphlet, et c'est pour ça que c'est bien, c'est la théorie de la tache d'huile, une atteinte aux libertés en annonce toujours d'autres. Peut-être que c'est de ça dont on pourrait parler, parce qu'aujourd'hui, semaine après semaine, enfin mois après mois pour être honnête, loi sécurité globale, loi renseignement et terrorisme, etc., etc., on assiste à un pilonnage de nos libertés publiques. Et Maurice a la chance de ne pas vivre ça, mais c'est une catastrophe en effet. Oui, mais je vais quand même reparler du livre de Maurice. Non, parce que si, en fait, j'ai lu le livre de Maurice. Ça, c'est comme les plaidoiries. Ce sera pas long, c'est dans 3 heures. Tout avocat. Il s'emmerde tellement qu'il y a aux audiences toute la journée. Le livre de Maurice, je l'ai lu après avoir fini le coup d'état d'urgence. Et il aurait peut-être fallu que je le lise avant, en réalité. Parce que, ouais, j'en suis même sûr. Parce que j'ai un peu compris pourquoi j'avais écrit ce bouquin. C'est-à-dire qu'on est tous à se demander comment éviter l'inévitable. Et on essaye de comprendre comment fonctionne le monde présent, les rapports politiques. On le voit, hein, il faut le rappeler, demain, il va y avoir une élection, ce qui s'appelle régionale, départementale, et peut-être que les régions vont tomber sous le joug du Rassemblement national. Rappelons, et il faut toujours le rappeler et le dire, même si on essaie d'éviter dans la petite musique médiatique qu'on entend toute la journée, que le Rassemblement national a été fondé par des nazis, notamment, pas que, mais par des nazis, par des collaborateurs. Et ce parti, aujourd'hui, c'est le même, ce sont les mêmes statuts depuis la création. Ce parti est en passe de récupérer des régions, et peut-être dans quelques mois est en passe de récupérer le pouvoir, et Marine Le Pen pourra devenir présidente de la République, et on se demande ce qu'il va devenir. Alors, quand on l'écoute, on se dit, bon, on va vivre une sale période, mais on ne vivra pas ce qu'on a vécu dans le passé. Et la première question qui doit se poser, c'est est-ce que l'histoire se répète? Est-ce que l'histoire sert à quelque chose finalement? Après avoir lu l'ouvrage de Maurice Rachfus, j'en ai relu un autre, d'une autre figure intellectuelle qui m'a fait penser à celle de Maurice Rachfus, c'est celle de Yeshayahu Leibovitch, pour ceux qui le connaissent. Alors c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes, mais ils articulent à la fois une rigueur intellectuelle
et un engagement profond et important, et lourd. Et dans un colloque, il disait l'histoire ne sert à rien. Historien, hein. Et il dit clairement l'histoire ne sert à rien. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que... Non mais... On va réagir. Non mais ça a un sens ce qu'il dit. C'est-à-dire que effectivement l'histoire ne se répète jamais. Parce que les aléas font qu'il n'y a pas jamais, et d'ailleurs on ne pourra jamais, prédire l'avenir en lisant l'histoire, et que l'histoire, on ne sait jamais ce qu'elle adviendra. Il n'y a pas de répétition historique. En revanche, l'histoire, elle peut servir, et elle sert d'ailleurs, pour créer une doxa. Et elle est utilisée, notamment par l'État, par les institutions, par plusieurs rapports à un moment donné de l'histoire, aujourd'hui, tous les jours, pour créer un récit. L'histoire, c'est un récit. Ça dépend de ce que l'on prend comme élément, de quel point de vue on le prend. Et c'est important de travailler et d'avoir des historiens objectifs, rigoureux, même avec une forme de subjectivité, pour éviter que seule l'histoire dominante soit racontée. Et qu'il y ait un rapport de force entre les différentes histoires qui soient racontées, pour qu'à un moment donné, eh bien, on puisse avoir ce rapport de force qui s'équilibre. Donc, ce que je veux dire simplement par là, c'est qu'effectivement, on ne sait pas ce qui va advenir dans les temps à venir, mais c'est extrêmement important de rééditer ces ouvrages et qu'il y ait des histoires qui se confrontent. Mais surtout, ça m'inspire une chose, c'est qu'on doit essayer de comprendre ce qu'on vit, pour éviter que, si ce n'est que cela se répète, qu'il y ait des mécanismes similaires en termes de réduction et de disparition même de nos libertés qui se mettent en place. Et ça, on y assiste depuis un petit moment. Par couches successives, progressivement. Et que, en fait, il n'y a pas du jour au lendemain un coup d'État, il n'y a pas du jour au lendemain quelque chose qui va faire disparaître nos libertés. C'est pas un jour Emmanuel Macron va décider de faire disparaître toutes nos libertés en votant une loi ou en passant de la démocratie à la dictature. C'est pas comme ça que ça se passe. Et évidemment, c'est pour ça qu'on a du mal à parler de fascisation, comme le disait Ludivine, et que ça vient progressivement avec ce qu'on étudie et à ce qu'on voit. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus progressif et de beaucoup plus silencieux. C'est ce que j'ai essayé de comprendre d'un point de vue juridique et politique par rapport aux deux états d'urgence successifs que nous avions vécus. L'état d'urgence sécuritaire de 2015, l'état d'urgence créé, le nouvel état d'urgence sanitaire créé et dans lequel nous vivons encore, puisqu'il n'est pas terminé, et il est probable que comme l'état d'urgence sécuritaire s'est pérennisé dans le droit avec les mesures d'assignation à résidence, les mesures de perquisition qui sont utilisées sans qu'on le sache. Il y a des gens qui sont assignés à résidence et perquisitionnés parce qu'ils sont musulmans. Que les mesures de dissolution, que l'état d'urgence sanitaire va également se pérenniser, et il y a un effet d'opportunisme. Évidemment, il n'est pas question de contester les mesures de santé publique, éventuellement le confinement, le masque, etc. C'est pas ça la question. Mais il y a un effet d'opportunisme qui est utilisé à un moment de crise et de sidération de la population pour faire passer des mesures toujours plus liberticides et finalement pour permettre à l'État d'avoir un pouvoir et une maîtrise toujours plus importante sur les populations. Mais il y a un moment où ces outils, tous ces outils de restriction de nos libertés et de garantie fondamentale, ils vont tomber entre des mains encore plus liberticides. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est déjà le cas. Et heureusement qu'il y a eu, notamment pendant la loi sécurité globale, une mobilisation importante, singulière par rapport aux dernières mobilisations, qui a permis de montrer au pouvoir, non mais on est toujours là, nous. On résiste toujours, on sera toujours là, et même si on avait l'air apathique parce qu'on ne croit plus en la possibilité d'un espoir immédiat et sur la représentation de nos valeurs solidaires, de gauche, sociales et de liberté, quand on voit que vous voulez nous enlever un grand pot de nos libertés, on se lève. Et on est debout. Et on ne laisse pas passer. Et on met toute l'énergie possible et imaginable. Eh bien, ces mesures-là, ces outils-là, ils vont probablement tomber entre, peut-être, j'espère pas, mais peut-être, tomber entre des mains encore plus dangereuses dans quelques mois. Et c'est voilà, la nécessité de décrire ces mécanismes, la façon dont
Ça s'adresse d'abord à des minorités, à chaque fois. Les quartiers populaires, s'agissant des violences policières, de manière contemporaine tout au moins, parce que les violences policières ne sont pas nées d'hier, elles ne sont pas nées au moment de la colonisation, il y en avait avant, mais il y a un nouveau type de violence policière qui s'est adressé aux quartiers populaires, aux personnes issues de l'immigration, parce qu'ils venaient de pays colonisés, qui ont été victimes de cela, et Maurice Dreyfus l'a décrit tout au long de sa vie. Il y a contribué pour essayer de montrer, de mettre en lumière ces mécanismes. On part d'abord de ces populations minoritaires parce que déconsidérées par l'ensemble de la population et parce que ne répondant pas à la doxa générale. Et puis après, ça s'adresse à toute la population. Les gilets jaunes dans les mouvements, dans les mobilisations sociales, les militants politiques de manière générale, tout le monde, à un moment ou à un autre. Voilà, ces mécanismes, il faut les décrire, il faut les livrer. Et c'est un peu ce que j'ai essayé simplement de livrer dans un petit ouvrage qui s'appelle Le goût d'état d'urgence. Merci, maître. Donc, le dernier qui a parlé, c'est Ariel Halimi, avocat au barreau de Paris. Je n'ai pas ton numéro de... C'est combien? Il n'y a pas de numéro. Si, bien sûr. Marc Bloquier, agitateur et fils de Maurice. Et Ludivine Montini, historienne et fondeuse. Ainsi que et Juliette, des éditions du Détour, vous ont offert cet instant de détente avec Maurice. Et au sein. Merci à tous. Et merci. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez là, il y a le mec qui fait le truc. Attends, on va demander à ton papa. Demande à ton papa. Je vais rendre des bouquins à... David, on va t'entendre. Attends, on va... C'est en live là? Oui, c'est bien. Tiens, on va retourner là. Il y a du chemin.